L'invité du jour vous est présenté par Algérie Télécom. Algérie Télécom, toujours plus proche. Monsieur Chaban, bonjour. Bonjour. Bonjour aux auditeurs aussi. Merci. La consommation d'énergie en constante hausse, particulièrement durant la saison estivale. Nous l'avons vu hier d'ailleurs, Sonelgaz a annoncé ses chiffres ou ses prévisions pour l'été prochain et comme attendu, tout devrait être en hausse. Déjà, les investissements sont importants. On s'attend à un pic de 21 000 mégawatts, encore en hausse par rapport à l'année dernière. La question de la rationalisation de l'énergie devient une urgence, Monsieur Chaban? Exact. C'est une situation récurrente et continue depuis maintenant plus d'une décennie que nous constatons une consommation, une évolution de la consommation avec un taux moyen annuel d'évolution de plus 4%. Sur ces 10 dernières années, chaque année, donc on rajoute plus de 4% de consommation supplémentaire à la précédente. Ce qui fait au bout de 10 années, vous avez 50% de consommation en plus. Et cette évolution a une tendance, j'allais dire, continue, et va l'être pour les années à venir, parce que tout simplement, vous avez une politique de relance économique qui est là, une industrialisation qui demande de l'énergie. Vous avez un parc de logements en construction qui va encore rajouter de la consommation résidentielle et même tertiaire. À la limite, ça, c'est tout à fait normal pour le développement du pays. Par contre, ce qui ne l'est pas, c'est qu'une bonne partie de cette consommation, elle est gaspillée. Donc, c'est une consommation inutile. Voilà. Donc, quand vous allez parler de rationalisation, effectivement, la politique de maîtrise de l'énergie ne peut pas se fonder uniquement sur les apports technologiques, que ce soit de l'efficacité énergétique ou des énergies renouvelables. Ne peut pas aussi se fonder sur une contrainte seulement climatique. Voilà. Ça veut dire que la lutte contre le gaspillage énergétique doit être intrinsèque, un comportement intrinsèque au consommateur, quel que soit le niveau de ce consommateur. Administration publique, ou donneur d'ordre, industriel, particulier, etc. Voilà. Très bien. Justement, Monsieur Chaban, vous dites qu'aujourd'hui, quel que soit le consommateur, ils sont justement nombreux. Quels sont les plus importants consommateurs? On sait que le résidentiel, par exemple, prend une grosse part de cette production. Mais quels sont les autres importants consommateurs et quelle est leur part de consommation? Avant de vous répondre à la question, je vais répondre. Je voulais juste définir un certain nombre de concepts et j'allais dire, faire un peu de pédagogie pour comprendre les enjeux et les défis auxquels nous faisons face. Vous savez que la stratégie énergétique du pays, actuellement, garantit ce qu'on appelle la sécurité énergétique, c'est-à-dire l'approvisionnement continu de l'énergie à des coûts relativement accessibles, mais aussi garantit l'indépendance, voire la souveraineté énergétique, parce que nous arrivons à produire par nos propres moyens, par nos propres ressources primaires, et nous maîtrisons toute la chaîne du système énergétique. Oui. Maintenant, la transition vers laquelle nous allons, parce que notre système énergétique, il est basé fortement sur les ressources fossiles, donc il est intense en carbone, mais aussi il s'appuie sur des ressources fossiles, donc il a ses limites, quelque part. Exact, parce qu'on sait qu'elles sont finies. Donc ceci constitue deux défis pour nous. C'est-à-dire, ou un défi, c'est de revoir notre modèle énergétique. Voilà, ceci impose de revoir notre modèle, structurellement, notre modèle énergétique. Sur ces deux aspects. D'abord sur la partie production, c'est-à-dire l'offre. Voilà. Oui. Là, vous avez parlé d'investissement dans la production d'énergie. Donc, il faut arriver à satisfaire cette demande croissante. Actuellement, on le fait par les moyens classiques thermiques. Voilà. Donc, il faut arriver maintenant vers un mixte, c'est l'objectif stratégique du pays, vers un mixte énergétique de 30% de renouvelables d'ici à 2035. Voilà.
ça va permettre d'améliorer le rendement de la transformation de cette énergie, du primaire vers la consommation finale. Par contre, il va rester une partie de la consommation. C'est les gros consommateurs très énergivores, difficiles à électrifier, je parle de la sidérurgie, etc., pour lequel il faut trouver d'autres solutions. Ça sera le vecteur hydrogène, etc. D'un autre côté, vous avez l'aspect demande d'énergie, c'est-à-dire la consommation. Là aussi, nous avons un potentiel pratiquement de 50% de marge à faire sur les économies d'énergie. Sur ces dernières années, l'indicateur de l'efficacité, ce qu'on appelle l'intensité énergétique, c'est-à-dire combien on consomme pour produire un dinar de PIB, on est arrivé à le stabiliser pratiquement à 0,3% sur ces 10 dernières années, malgré l'augmentation de la consommation. Mais nous restons, par rapport aux meilleures pratiques, 2 fois plus important. C'est-à-dire qu'on consomme 2 fois plus d'énergie pour produire le même PIB qui est produit ailleurs. Ça veut dire que nous avons une marge maintenant de travail de 50%. C'est une énergie qui ne coûte pas cher, c'est une énergie à ne pas consommer. Voilà, à travers les actions d'efficacité énergétique qui sont éminemment technologiques, mais aussi les actions de sobriété énergétique relatives au comportement du consommateur. Et depuis maintenant quelques temps, une combinaison optimale entre les deux avec l'apport des nouvelles technologies numériques, l'intelligence artificielle, des capteurs IoT, etc. Très bien. Pour les parts de consommation, M. Chaban? Maintenant, pour les parts de consommation, les consommateurs, j'allais dire, là où il y a le plus grand potentiel d'économie d'énergie, se situe dans le secteur de la construction, donc du bâtiment, voilà, résidentiel et tertiaire, mais une plus grande part dans le résidentiel, donc c'est à peu près 46%, dans 75% dans le résidentiel, suivi de l'industrie et du transport qui est aussi pollueur. Mais vous avez aussi des secteurs qui arrivent, qui ont maintenant une tendance, une dynamique de croissance, c'est le secteur de l'agriculture, mais aussi les nouvelles technologies avec la mise en place des data centers, etc. Qui sont très énergivores. La 5G, ça veut dire qu'il faudrait anticiper ces futures consommations énergétiques. Très bien. Vous parlez donc, M. Chaban, du résidentiel et tertiaire. Vous dites que c'est là où il y a les plus grosses parts de gaspillage et également la partie consommation également la plus importante. Vous l'avez précisé d'ailleurs en début d'émission. Aujourd'hui, l'Algérie lance plusieurs chantiers qui concernent justement le bâtiment, qui sont en construction, plusieurs programmes. Est-ce que justement ne devrait pas prendre en considération cette question d'efficacité énergétique? Vous avez déjà proposé d'installer par exemple des systèmes centralisés pour le chauffage et la climatisation dans les bâtiments. Eh bien, vous savez, la maîtrise de l'énergie ne se limite pas uniquement à des gestes qu'on a appris maintenant depuis quelque temps. C'est vrai qu'ils sont utiles, comme éteindre ou changer sa lampe, mais ce n'est pas que ça. La maîtrise de l'énergie touche à plusieurs niveaux de la société. Ça va de l'extraction et la transformation des énergies déjà primaires, voilà. Ça va au niveau de la conception des bâtiments, voilà, structurellement, voilà, consommation au départ des bâtiments, qu'ils soient destinés à l'habitation ou à l'industrie ou bien à la production ou tertiaire. Ça va aussi de l'aménagement urbain des territoires, où sont localisés ces lieux de consommation. Là, je veux parler de la compacité des villes, de la mixité des fonctions pour éviter de se déplacer pour rien, etc. Ça intervient aussi dans l'efficacité des équipements qu'on utilise, que ce soit pour le chauffage, que ce soit pour la climatisation, que ce soit pour laver son linge, que ce soit pour la cuisson, que ce soit pour pomper l'eau de sa citerne. Maintenant, ça devient courant. Les moyens de transport qu'on utilise, les procédés industriels pour fabriquer les biens qu'on va acheter et qu'on va utiliser. Il y a aussi maintenant la façon d'utiliser ces équipements et moyens, qu'on soit plus ou moins sensibilisé au gaspillage de l'énergie. Voilà, donc vous voyez que la complexité d'intervention fait que, qu'on doit intervenir sur
tous ces niveaux. Maintenant, pour se focaliser sur le secteur du bâtiment, effectivement, c'est le secteur qui tire le plus la consommation globale nationale, avec une évolution de près de 5% par année, c'est normal avec le parc de logement, mais aussi les équipements de confort qu'on installe de plus en plus ces dernières années. Donc, réduire la consommation dans ce secteur, c'est d'abord concevoir ces bâtiments de façon à avoir une performance énergétique la plus élevée possible, donc des bâtiments à haute efficacité énergétique. Ça va de l'isolation de l'enveloppe, l'isolation des parois vitrées, etc. Mais c'est aussi de la performance des équipements qu'on utilise et qu'on retrouve sur le marché. Climatiseurs performants, un chauffage de préférence centralisé. Ça permet, vous avez parlé de chauffage centralisé urbain, ce qu'on appelle le district cooling ou le district heating, c'est-à-dire chauffage au froid. Quand il est centralisé à l'échelle d'un quartier, ça permet de réduire cette consommation, de réguler. Ça permet aussi de l'alimenter par d'autres moyens que du gaz naturel. On peut l'alimenter par du biogaz, issu du traitement des déchets. Je peux l'alimenter par de l'énergie solaire ou autres renouvelables, etc. Donc vous voyez, il y a beaucoup de solutions maintenant qui arrivent dans le bâtiment qui nous permettent de réduire cette consommation. Et nous reviendrons justement sur ces technologies qui arrivent, sur ce que propose l'APRU justement pour faire un pas de l'avant dans cette politique de rationalisation de la consommation de l'énergie. Ça sera dans la deuxième partie de l'émission. Restez avec nous. Très bien. Monsieur Chaban, donc on parle aujourd'hui de la consommation de l'énergie. Vous le disiez, le secteur résidentiel et tertiaire est le plus gros consommateur, mais également celui qui gaspille le plus. La consommation des ménages en Algérie est très importante. Celle des logements, elle est nettement supérieure à la moyenne mondiale. Ça va jusqu'à 5%. On est jusqu'à plutôt 5 fois la moyenne mondiale. Au niveau de l'APRU, aujourd'hui, est-ce que vous proposez des actions concrètes pour justement réduire cette moyenne? Effectivement. En fait, c'est l'efficacité énergétique qui est plus importante que la moyenne internationale. Pas en termes de consommation dans l'absolu. Nous consommons à peu près 1,5 TEP, donc tonne équivalent pétrole, par habitant. C'est à peu près 16 000 kWh. Voilà. Une grande partie de ces kilowattheures, c'est la consommation chaleur dans le résidentiel, donc c'est de l'utilisation du gaz pour la cuisson, l'eau chaude sanitaire, le chauffage, etc. Le reste, à peu près 22% pour l'électricité. Il y a aussi du GPL, mais on l'intègre avec le gaz. En gros, ça veut dire que vous avez, dans notre utilisation, vous avez à peu près 25% d'utilisation électrique et le reste, une utilisation chaleur. Voilà. Donc, ceci dit, ça veut dire que ça nous fait à peu près 250 kWh par mètre carré. Voilà. Maintenant, si on veut revoir notre consommation et la ramener à une consommation efficace, effectivement, nous avons une marge d'au moins 50% de rattrapage à faire. Pour cela, donc, le programme de l'État, à travers le ministère de l'Énergie, des Mines et des Énergies renouvelables, et que exécute l'APRU pour le compte de l'État, ce qu'on appelle le programme national de maîtrise de l'énergie, c'est un programme décennal à 2035. Il en découle un plan d'action concret quinquennal 2025-2029. En fait, c'est quoi? C'est un portefeuille de projets de maîtrise de l'énergie qui permet d'introduire de nouvelles technologies performantes dans le marché, qui permet aussi d'aider les bénéficiaires, donc les consommateurs, à introduire ces équipements chez eux avec des apports financiers, mais aussi avec des apports en termes d'études de faisabilité, etc. Donc, les actions stratégiques que nous sommes en train de mener dans le secteur du bâtiment touchent à la réhabilitation thermique des bâtiments. Concrètement, nous avons des projets, par exemple, de financement d'isolation de toiture, donc mise en place de peintures réflectives sur les toitures tertiaires. Ça permet de réduire la consommation climatiseur, puisque ça réduit la température de la toiture de moins de 5 degrés, mais aussi des projets pilotes pour pouvoir intégrer de nouvelles technologies d'isolation dans le marché, c'est-à-dire préparer l'écosystème à la généralisation de ces matériaux isolants, mais aussi ces équipements isolants. Vous avez un autre axe, c'est la conception
j'allais dire, à haute efficacité énergétique. On intègre les mesures d'efficacité dans les cahiers de charges. Voilà. Et là, ça doit être réglementé une fois pour toutes, pour que ça devienne systématique dès le départ. Donc celui qui construit en respectant. Actuellement, il y a une réglementation thermique des bâtiments, mais elle n'est pas quantitative. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, j'allais dire, valoriser la consommation. Quand on achète un véhicule, tout de suite, un chauffe-eau dans sa fiche, combien il consomme 100 km. On doit maintenant, quand on achète ou quand on loue un bâtiment, avoir une indication, une étiquette pour dire ce bâtiment, vous allez consommer 200 kWh ou 250 au mètre carré, vous faites le calcul et vous dites j'y vais ou j'y vais pas. Donc c'est ce que nous sommes en train de mettre en place, c'est ce type d'information à destination de consommateurs pour l'alerter et pour justement le sensibiliser à aller vers les bâtis les moins énergivores. Maintenant, en termes d'équipement, nous faisons de la promotion des équipements individuels, par exemple comme les climatiseurs. Actuellement, il y a un programme en cours qui permet aux bénéficiaires de substituer son ancien climatiseur d'il y a 10 ans énergivore et d'acheter un nouveau climatiseur performant que nous avons bien sûr identifié et nous avons signé un certain nombre de conventions avec des partenaires fabricants. Il faut que ce soit une fabrication nationale. Voilà, avec un apport de l'État à travers la PRU de 50% du coût d'installation et d'acquisition. Voilà. Nous avons lancé actuellement en cours, vous avez une étude du potentiel de ce qu'on appelle le chauffage et le refroidissement centralisé, ou le district cooling et heating. Ça permet par exemple dans un hôpital d'installer un système centralisé de chaleur et de froid et d'éviter d'avoir comme ça des équipements disparates de froid ou de chaleur, souvent à l'arrêt dans nos hôpitaux, et énergivore. Ce système centralisé peut être alimenté en énergie renouvelable. Donc on gagne en fait deux fois. On gagne sur l'économie d'énergie qu'on fait à travers cet équipement et on gagne à travers l'introduction. Donc on sollicite moins le réseau pour ces équipements. Vous avez parlé d'investissement de Sonalgaz de quelques milliards pour renforcer ce réseau. Ben, on renforce ce réseau pour faire pour satisfaire les besoins saisonniers de la climatisation pendant un laps de temps. D'accord? Donc il serait utile de lisser cette consommation et de l'éviter en introduisant ce type d'équipement, par exemple. Donc c'est carrément l'APRU finance les études pour l'installation de ce type de système, les districts dont vous venez de parler, Monsieur Chaban. Là, nous réalisons l'étude de potentiel pour avoir une idée sur les coûts et sur la faisabilité technique en Algérie de ce type d'équipement. Ça va être installé dans certaines structures. Et ça va être suivi par des projets pilotes dans un campus universitaire, dans un hôpital, pour pouvoir tester éventuellement dans un quartier résidentiel pour avoir une idée sur toute la chaîne de valeur de ce type d'équipement. Voilà. Maintenant, pour celui qui veut installer actuellement les équipements qui sont disponibles, nous sommes en train de faire la promotion, par exemple, des pompes à chaleur qui fonctionnent au gaz dans les bâtiments tertiaires. Donc nous cofinançons ce type. Nous avons des projets en cours, nous avons des bénéficiaires qui ont déjà sollicité l'APRU dans ce sens-là pour installer ce type de système qui est plus économe qu'une climatisation 100% électrique, puisqu'il permet d'avoir des économies jusqu'à 30% de consommation du gaz naturel sur toute la chaîne, bien sûr. Monsieur Chaban, donc aujourd'hui, c'est plusieurs actions qui sont proposées par l'APRU. Est-ce que c'est destiné uniquement donc aux résidentiels dans la partie publique, c'est-à-dire aux différentes structures qui sont en charge de la construction, qui soient publiques, ou c'est également destiné aux privés, aux ménages donc propriétaires d'habitations individuelles ou aux promoteurs immobiliers, pardon? Non, ces projets sont en fonction du projet. Quand c'est du tertiaire, il est destiné au tertiaire, qu'il soit public ou privé. D'accord. Quand c'est des solutions destinées aux particuliers, donc c'est les particuliers. Quand c'est des solutions qui sont destinées à l'industrie, donc c'est des industriels qui soient publics ou privés. Bien sûr, il y a conditions d'éligibilité.
pour ses bénéficiaires. Mais maintenant, nous avons mis en place une plateforme numérique assez simple à utiliser. Ça permet d'avoir une meilleure transparence. Ça permet d'avoir d'accès à ces aides d'une façon très rapide, sans se déplacer à Alger, donc d'une façon décentralisée. On s'inscrit, on examine les conditions, on remplit un certain nombre d'informations et on les met en contact avec les fournisseurs de solutions et les installateurs que nous avons auparavant présélectionnés pour éviter une mise en œuvre non qualitative, etc. Très bien. Avant de passer peut-être, Monsieur Chaban, aux gros consommateurs, rapidement concernant les laboratoires d'essai, aujourd'hui, comment on sait qu'il est difficile de contrôler parfois l'efficacité énergétique de certains appareils. À quand ce laboratoire? Où en est le projet, Monsieur Chaban? Effectivement. Donc j'ai parlé tout à l'heure d'actions stratégiques à destination des secteurs, mais nous travaillons aussi sur des actions, ce qu'on appelle des actions transverses. Transverses parce que elles touchent tous les secteurs de la même manière. Et ces actions transverses concernent aussi bien la régulation, donc la réglementation, renforcer la réglementation. Ça concerne aussi l'introduction de l'éco-conception et de l'aménagement durable. Ça concerne le marché des matériaux pour rendre disponibles les solutions et les matériaux isolants localement à des coûts accessibles, mais aussi d'une façon contrôlée. D'où l'importance de ce type de laboratoire dont il est question, laboratoire d'essai de performance énergétique. Voilà. Mais aussi à la qualité de mise en œuvre, donc il y a un renforcement de capacité, de formation pour la mise en œuvre des solutions d'efficacité énergétique. Et enfin, l'innovation et la recherche-développement, parce que les solutions avancent et on a maintenant de plus en plus de moyens d'aller numérique, d'aide avec l'intelligence artificielle, des IoT, etc. Et les startups peuvent, bien entendu, d'une façon très très efficace, introduire ce type de technologie. Maintenant, pour revenir au laboratoire, il existe actuellement des laboratoires privés d'efficacité énergétique que nous sollicitons pour un certain nombre d'essais, mais effectivement, il y a un laboratoire national en cours de préparation, il n'est pas encore là, mais on espère qu'il sera là à moyen terme, ce qui permettra maintenant de contrôler par échantillonnage un certain nombre d'équipements mis sur le marché. Actuellement, la réglementation, elle est déclarative seulement. Voilà. Oui. Donc, il n'y a aucune coercition quand il s'agit qu'on trouve des anomalies sur les équipements. Mais à partir de la mise en place d'un laboratoire, ça permet maintenant d'extraire du marché et de supprimer un certain nombre d'équipements non performants. Là aussi, ça doit se faire rapidement, donc, Monsieur Chaban. Ça doit se faire rapidement, mais il y a d'autres solutions que nous avons engagées. Telles que les enquêtes de marché, telles que les contrôles d'efficacité énergétique au niveau des producteurs directement, mais aussi de limiter un certain nombre d'importations d'équipements énergivores, parce que nous avons une production nationale contrôlable. Les équipements sont maintenant dans des laboratoires, dans les standards et les normes internationales. Pourquoi importer des équipements non conformes? Et pourquoi aussi importer des équipements comme les lampes à incandescence, qui sont interdits par ailleurs? On continue à les importer, alors qu'il n'y a aucune fabrication nationale. Il y a des fabrications de lampes LED efficaces. Alors pourquoi importer? Donc on propose par la réglementation d'interdire ce type d'équipements sur le marché. Très bien. Alors, Monsieur Chaban, les gros consommateurs, on revient sur ça, c'est également donc toutes ces industries, tout ce secteur économique qui parfois consomme des quantités tout à fait impressionnantes d'énergie pour certaines industries. Vous avez cité notamment la sidérurgie, qui est un gros consommateur. Est-ce qu'il y a là aussi des efforts qui doivent être faits, aller vers une obligation d'efficacité énergétique, Monsieur Chaban? Exact. Actuellement, si on cible le tertiaire et l'industriel, ils ont l'obligation, à partir d'un certain seuil de consommation, 2000 tonnes équivalent pétrole, de faire des audits énergétiques au niveau de leur site de production ou tertiaire. Voilà. C'est une obligation et l'APRU est chargé de veiller à ce que ces gros consommateurs d'énergie, l'industrie par exemple c'est 25% de la consommation finale nationale. Les grands consommateurs concentrent 50% de la consommation
de ces 25%, vous voyez, et ça concerne la sidérurgie, les cimentiers, la production de fertilisants, etc. Voilà. Donc ils ont une obligation d'audit énergétique. Pourquoi? Pour mettre en place des solutions, j'allais dire des solutions d'amélioration d'efficacité énergétique dans leur site. Voilà. Ceci nécessite des investissements, bien entendu, de la part de ces investisseurs. Donc nous dans notre programme, nous prévoyons une promotion de ce type de solution. Nous finançons jusqu'à 70% des études de faisabilité pour aider tous ces industries à aller vers de meilleurs procédés plus performants. Mais aussi nous finançons jusqu'à 30% des coûts d'investissement, avec un plafond bien entendu. Maintenant, un certain nombre de ces industriels ne le font pas. Donc nous sommes en train de préparer un texte pour sanctionner ceux qui ne réalisent pas leurs audits énergétiques obligatoires, de sanctionner de façon pécuniaire, de sorte qu'ils le fassent. La deuxième étape, c'est de les emmener à mettre en place les solutions d'efficacité, parce que ces industriels la plupart sont d'exportateurs de biens, et vous savez qu'il y a des barrières maintenant qui s'installent, des barrières qui sont liées il y a des critères environnementaux. Ça veut dire qu'ils vont perdre en compétitivité. C'est pour cela qu'on les pousse à améliorer leur efficacité, donc à réduire leur consommation pour rattraper le gap entre le coût de ces taxes-là et l'énergie qu'ils ont pu économiser. Donc vous voyez, ça va devenir une obligation pour eux, dictée par le marché, mais nous allons aussi la réglementation pour les pousser à accélérer la cadence. À partir de quand, M. Chaban, il y aura ce texte qui va... Nous allons le préparer dans les 2 années qui suivent pour qu'on puisse le mettre très rapidement en œuvre, d'une façon progressive, parce qu'il ne faut pas impacter aussi l'outil de production, les emplois, etc. Donc ça se prépare, ça se discute avec les concernés. C'est pour ça que nous avons, avec le ministère de l'Énergie, des Mines et des Énergies renouvelables, relancé le comité intersectoriel de maîtrise de l'énergie. Il regroupe une cinquantaine de partenaires de toute de la société civile, des associations, des industriels, de l'administration publique, pour discuter de la politique de maîtrise de l'énergie, pour adopter la meilleure façon d'aborder ces actions, et pour atteindre les objectifs stratégiques que sont, je rappelle, réduire de 15% la consommation nationale de l'énergie d'ici à 2035. Merci, Monsieur Chaban. On arrive à la fin de notre émission. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Je rappelle que Monsieur Marouane Chaban est directeur général de l'APRU. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Qui fête ses 40 ans cette année. Voilà. Très bien, merci Monsieur Chaban pour la précision. Très bonne journée à toutes et à tous, et à demain.